Amara s'effondre dans la salle de bain, le carrelage froid contre sa joue. Encore ce liquide rouge qui coule, encore cette vie qui s'échappe. 13e fois, son ventre, ce cimetière. Dehors, son mari Yao gare sa Mercedes dernier modèle, sourire aux lèvres, téléphone collé à l'oreille. Il parle affaires, toujours les affaires. Leur villa de 3 étages à Abidjan domine le quartier Cocody, symbole d'une réussite fulgurante que personne ne comprend vraiment. 5 ans plus tôt, Yao vendait des pagnes au marché de Trècheville. Aujourd'hui, il possède 7 entreprises, des bureaux dans 3 pays, des comptes bancaires aux chiffres vertigineux. Amara nettoie le sang avec des gestes mécaniques. Elle ne pleure même plus. Quelque chose en elle s'est brisé, mais ce n'est pas seulement le chagrin, c'est autre chose, une intuition glacée qui grandit depuis des mois. Yao entre enfin, parfumé, rayonnant. Il ne remarque pas son teint cendreux, ses mains tremblantes. « Ma chérie, devine quoi? Nouveau contrat, 50 millions. Je t'emmène dîner ce soir, restaurant Le Toit d'Abidjan. » Amara hoche la tête, muette. Dans le miroir derrière lui, elle voit son propre reflet, une femme qui ne se reconnaît plus. Flashback, 5 ans auparavant. Amara enseignait la littérature au lycée Sainte-Marie. Yao débarquait chaque midi avec son sourire désarmant, vendant ses tissus colorés devant l'école. Mademoiselle la professeure, un pagne pour embellir votre beauté déjà parfaite? Elle avait ri, charmée par cette audace maladroite. Leur histoire avait fleuri, simplement, entre 2 cours, entre 2 ventes. Yao rêvait grand, parlait de fortune future, d'empire à bâtir. Amara aimait ses ambitions, cette flamme dans ses yeux. Ils s'étaient mariés 6 mois plus tard, cérémonie modeste dans la paroisse du quartier. La famille d'Amara approuvait. Yao travaillait dur, respectait les traditions, promettait de bâtir une famille solide. La première grossesse était arrivée rapidement. Puis, la première fausse couche, à 3 mois. Les médecins parlaient de malchance, prescrivaient du repos. La deuxième grossesse, même issue. Puis la troisième. Pendant ce temps, inexplicablement, les affaires de Yao explosaient. Il ouvrait une boutique, puis 2, puis 10. Il déménageait Amara dans des maisons de plus en plus grandes, lui offrait des bijoux qu'elle ne désirait pas. Elle voulait juste un enfant, un seul. Retour au présent. Au restaurant Le Toit d'Abidjan, Amara picore son attiéké poisson. Yao commande du champagne français à 1 000 € la bouteille. Parle fort, attire les regards. Des hommes d'affaires s'approchent, lui serrent la main avec déférence. « Monsieur Yao, toujours au sommet !» Il rayonne, distribue des cartes de visite en or massif. Amara observe cette scène comme une étrangère. Quand ont-ils cessé de se parler vraiment? Quand Yao a-t-il arrêté de demander comment elle allait? Sur le chemin du retour, elle ose. « Yao, comment as-tu réellement fait? Cette fortune, si vite ?» Son visage se ferme. « Le travail, Amara, le travail et l'intelligence. » Mais elle voit ses mains se crisper sur le volant. Cette nuit-là, Yao s'enferme dans son bureau comme toujours. Vers 3 heures du matin, Amara entend des voix. Elle s'approche, l'oreille contre la porte. Yao parle à quelqu'un, voix basse, urgente. Non, elle ne peut rien découvrir. Le contrat tient toujours. J'ai respecté ma part. Silence. Oui, 13 fois maintenant. Oui, je sais. Le pouvoir a un prix. Le lendemain, épuisée, Amara confie son désarroi à sa collègue Fatou. Celle-ci fronce les sourcils, inquiète. « Ma sœur, ton histoire me trouble. Ces fausses couches répétées, cette richesse subite, tu devrais consulter Mama Adjoa. » Amara hésite. Elle, la catholique fervente, allait voir une voyante, mais le désespoir l'emporte. Mama Adjoa habite un quartier populaire d'Adjamé, loin du luxe de Cocody. Sa case sent l'encens et les herbes. Vieille femme ridée, regard perçant, elle fixe Amara longuement avant de parler. « Ma fille, ton ventre n'est pas malade, il est enchaîné. » Amara frissonne. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» La vieille ferme les yeux. « Ton mari a fait un pacte.
Sa fortune n'est pas le fruit du travail, c'est le prix du sang innocent. Chaque enfant que tu perds nourrit sa richesse. 13 vies contre un empire. Le monde vacille autour d'Amara. Non, c'est impossible. Yao m'aime, il veut des enfants autant que moi. Mama Adjoa secoue la tête tristement. L'amour et l'ambition sont 2 maîtres différents, ma fille, et ton mari a choisi le sien. Amara refuse d'y croire. Pendant des jours, elle observe Yao comme une inconnue. Il paraît normal, affectueux même, lui offre des fleurs, parle de réessayer pour un bébé. Mais de petits détails commencent à former un tableau inquiétant. Ses disparitions nocturnes, qu'il attribue au travail, ses coups de téléphone qu'il prend toujours dans une autre pièce, ce pendentif étrange qu'il porte sous sa chemise depuis 3 ans, qu'il refuse d'enlever même pour dormir. Un soir, pendant qu'il dort, Amara examine ce pendentif. Petit sac en cuir noir, couture rouge, odeur nauséabonde. Elle l'ouvre avec précaution. À l'intérieur, des cheveux, des ongles, une substance noire séchée et quelque chose qui ressemble à... Elle lâche tout, horrifiée, du sang coagulé. Son propre sang, celui de ses bébés perdus. Yao se réveille en sursaut. « Qu'est-ce que tu fais ?» Voix glaciale, regard de prédateur. Pour la première fois, Amara a peur de son mari. « C'est quoi cette chose, Yao ?» Il se lève lentement, récupère le pendentif. « Tu n'aurais pas dû fouiller, Amara. Tu n'aurais vraiment pas dû. » Yao s'assoit au bord du lit, tête entre les mains. Long silence. Puis, étonnamment, il parle. « Tu veux savoir ? Vraiment savoir ?» Sa voix est morte, étrangère. Amara hoche la tête, pétrifiée. « Il y a 6 ans, j'étais au bout. Dettes partout, menaces quotidiennes. Un homme m'a approché au marché, il m'a proposé un pacte. Richesse illimitée contre un sacrifice continu. Pas mon sang, non, le sang de ma lignée. Les enfants à venir. » Amara se lève, chancelante. « Tu as vendu nos enfants ? Nos bébés ?» Yao lève enfin les yeux. « J'ai vendu notre pauvreté. Regarde où nous vivons maintenant. Regarde ce que je t'ai offert. » Elle recule, dégoûtée. « Des murs, des meubles, des bijoux. Je voulais une famille, Yao. Je voulais tenir mon enfant. » Il se lève brusquement. « Le pacte est pour 20 ans. 13 ans encore. Après, nous pourrons avoir tous les enfants que tu veux. » Amara éclate d'un rire hystérique. « 13 ans ? J'aurai 45 ans. Et tu crois que je pourrais aimer un enfant conçu après ça ?» Amara veut partir. Mais où aller ? Qui la croirait ? Elle parle à sa mère, qui refuse d'entendre. « Yao est un bon mari. Tu es fatiguée, stressée, ses pertes t'ont rendue un peu folle. » Sa sœur suggère une thérapie. Ses amis admirent sa vie luxueuse, envient sa chance. Personne ne comprend. Yao devient attentif, presque étouffant. Il l'emmène en vacances à Dubaï, lui offre une nouvelle voiture. « Oublie cette nuit, chérie. J'ai dit des bêtises sous le stress. Tu sais combien je t'aime. » Mais Amara voit la vérité maintenant. Dans chaque sourire, elle voit 13 petits cercueils invisibles. Chaque billet de banque sent le sang. Elle perd l'appétit, le sommeil, la raison presque. Un soir, elle se retrouve devant la pharmacie avec une boîte de somnifères. Combien faudrait-il pour que tout arrête ? Une main se pose sur son épaule. Fatou. « Ne fais pas ça, ma sœur. Il y a toujours une solution. » Amara s'effondre en larmes dans ses bras. « Je suis prisonnière d'un monstre que j'ai épousé. Comment sortir de cet enfer ?» Fatou l'emmène chez elle. Petit appartement chaleureux du plateau. « Écoute-moi bien. Tu ne peux pas rompre le pacte de Yao. Mais tu peux te protéger. » Elle contacte un marabout réputé, Maître Koné, spécialiste des contre-envoûtements. L'homme, la soixantaine distinguée, écoute l'histoire d'Amara avec gravité. « Le pacte de ton mari est puissant, mais il a une faille. Il nécessite ton consentement inconscient. Tant que tu restes dans sa maison, manges sa nourriture, portes ses cadeaux, tu nourris le sortilège. » Amara comprend enfin. « Je dois partir. » Maître Koné hoche la tête. « Partir,
et te purifier. 7 jours de retraite spirituelle, loin de tout contact avec lui. Après, tu seras libre. Le pacte continuera à consumer Yao, mais ne touchera plus ton ventre. L'espoir renaît, fragile. Mais comment partir sans éveiller les soupçons? Fatou élabore un plan. Amara annoncera une retraite religieuse au couvent, chose que Yao ne peut refuser sans paraître impie. Pendant ces temps, elle préparera sa vraie évasion. Le couvent de Bienguerville accueille Amara pour 7 jours. Yao, étonnamment, accepte facilement. Prends ton temps, ma chérie. La foi aide parfois. Ignore-t-il que sa femme conspire ou pense-t-il qu'elle finira par accepter? Les 7 jours sont transformateurs. Jeûne, prière, rituel de purification avec Maître Koné qui vient secrètement. Amara sent quelque chose se délier en elle, comme des chaînes invisibles qui tombent. Le 7e jour, elle dort profondément pour la première fois depuis des années, et rêve. 13 petits anges l'entourent, souriant. « Maman, nous sommes libres maintenant, et toi aussi. » Elle se réveille en larmes mais apaisée. Quand elle sort du couvent, tout semble différent. Les couleurs plus vives, l'air plus léger. Fatou l'attend avec une voiture. Prête à commencer ta nouvelle vie? Amara hoche la tête. Elle a vidé le compte bancaire joint, sa part légitime, trouvé un appartement discret, demandé sa mutation dans une autre ville. Elle retourne une dernière fois à la villa pendant que Yao est en voyage d'affaires. 3 mois plus tard, Amara enseigne dans un lycée de Bouaké, vie simple mais sincère. Un collègue, Dr Mensa, cardiologue à l'hôpital voisin, lui fait discrètement la cour. Doux, patient, respectueux. Rien ne presse. Elle apprend à respirer nouveau. Puis, une nouvelle qui fait trembler tout le pays, Yao, le milliardaire d'Abidjan, retrouvé mort dans son bureau. Crise cardiaque foudroyante à 42 ans. Amara reçoit l'appel de sa mère. Pleure, pas de tristesse, mais de soulagement et de pitié mélangées. Aux funérailles, elle découvre 3 autres femmes, autres épouses secrètes, toutes stériles après avoir perdu de multiples grossesses. Le pacte était plus vaste qu'elle ne l'imaginait. Mama Adjoa lui rend visite une dernière fois. Le pacte s'est retourné contre lui. Il voulait 20 ans, il n'en a eu que 6. L'avidité dévore toujours son porteur. 6 mois après, Amara épouse Dr Mensa. Simple cérémonie, bonheur authentique. 1 an plus tard, elle tient enfin son bébé, petite fille aux yeux brillants. « Comment l'appellerons-nous » demande son mari. Amara sourit, sereine. « Espérance » parce qu'elle représente tout ce que j'ai failli perdre, l'espoir, la vie, la vérité. La vraie richesse ne se compte pas en millions, mais en vie préservée et en conscience apaisée. L'ambition qui piétine l'innocent finit toujours par se consumer elle-même.